Et si la véritable révolution industrielle du XXIe siècle venait du Sahel? Fermez les yeux un instant. Écoutez le vent qui siffle à travers les vitres brisées des usines abandonnées du Midwest américain. Il souffle sur les docks vides de l'Ohio, sur les chaînes de montage silencieuses du Michigan. Autrefois, ces lieux étaient des cathédrales industrielles. On y façonnait les machines qui nourrissaient le monde et garantissaient la souveraineté d'un peuple. Mais ces feux se sont éteints. Les globalistes ont démonté, emballé, expédié les machines à l'autre bout du monde et vendu aux ouvriers l'idée que c'était le prix du progrès. On nous a dit que produire chez soi était dépassé. Désormais, place à l'économie de service, dépendante de chaînes d'approvisionnement mondialisées, gérées par des élites invisibles dans de lointaines salles de conseil. L'âme industrielle s'est évaporée, sacrifiée sur l'autel des profits et des importations bon marché. Maintenant, ouvrez grand les yeux et regardez. De l'autre côté de l'océan, sur la terre rouge et brûlante du Sahel, un petit pays ose prendre le contre-pied. Le Burkina Faso. Un pays que les médias occidentaux aiment décrire comme misérable, impuissant, condamné à la mendicité internationale. Mais aujourd'hui, une rupture inattendue s'opère. Tandis que l'Occident se résigne au déclin de sa propre autonomie, un État africain décide de briser ses chaînes. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme discret dans les couloirs feutrés de Bruxelles et de Washington. Le jeune président burkinabé, Ibrahim Traoré, vient d'imposer 30% de taxes sur toute importation de machines agricoles occidentales. Oui, 30%. Pour les experts en costard de Paris ou de Londres, ce n'est qu'une aberration économique, un suicide industriel. Pourquoi un pays pauvre rendrait-il les tracteurs étrangers encore plus inaccessibles à ses propres agriculteurs? Ils ne comprennent pas, et pour cause, ce n'est pas une question fiscale, c'est une déclaration de guerre économique. Un mur de fer qui s'abat. C'est un acte politique radical pour libérer le pays de la dépendance. Ce que les analystes occidentaux ne veulent pas voir, c'est que cette taxe n'est pas un simple ajustement technique. C'est une offensive délibérée contre le monopole qui étouffe tout un continent. Pendant que les usines américaines rouillent et que les ouvriers de Detroit ou Cleveland pleurent leur dignité perdue, le Burkina Faso, lui, se bat pour construire, fabriquer et récupérer le droit fondamental de décider de son avenir. Regardez l'exemple d'Ousmane, mécanicien de Bobo Dioulasso, 60 ans, mains abîmées par les années de réparation. Toute sa vie, il a vu débarquer ces mastodontes venus d'Europe ou d'Amérique, brillants, hors de prix, achetés à crédit auprès d'organismes internationaux, plongeant le pays dans la dette. Mais aujourd'hui, ces tracteurs ne sont plus de simples machines d'acier. Ce sont des ordinateurs roulants, verrouillés par des logiciels que seul le constructeur occidental maîtrise. Un capteur tombe en panne? Impossible pour Ousmane de réparer. Il faut payer une fortune pour qu'un technicien étranger vienne débloquer le système. Les pièces détachées? Inaccessible, il faut racheter tout un module, voire un nouveau tracteur. C'est un piège. Un système d'extorsion high-tech. La nation continue de s'appauvrir, les agriculteurs croulent sous les faillites, et l'argent part chaque année vers Paris, Berlin ou Londres. Ce que Traoré comprend, c'est que tant que ces chaînes ne seront pas brisées, le Burkina Faso restera prisonnier d'un système néocolonial, consommateur obligé, producteur interdit. En imposant cette taxe choc, il ne cherche pas à remplir les caisses de l'État, mais à forcer l'industrie locale à renaître. À redonner aux Burkinabés le pouvoir de réparer, d'inventer, de bâtir. Alors pourquoi un pays soi-disant faible ose-t-il défier l'ordre économique mondial? Parce que l'enjeu, c'est la survie économique, l'indépendance, la dignité. Soit le Burkina Faso parvient à s'émanciper, soit il reste enfermé dans la pauvreté et la dépendance. Pour comprendre la portée de cette décision, il faut remonter l'histoire et décrypter la mécanique du piège occidental. Les mêmes chaînes qui ont broyé Detroit et Cleveland emprisonnent aujourd'hui le Burkina Faso. Regardez autour de vous. Les usines qui bourdonnaient autrefois de vie dans le Midwest américain sont aujourd'hui des carcasses vides. Detroit, Cleveland, Pittsburgh. Des villes qui incarnaient la puissance industrielle de l'Occident, réduites à des friches, à des souvenirs d'un âge d'or disparu.
On a vendu aux Américains, puis au monde entier, le rêve d'une économie de services universelle. Fini le cambouis, le bruit des chaînes de montage, place à la connaissance, aux applis, à la finance. Mais derrière ce mythe, une réalité brutale s'est imposée. La désindustrialisation n'a pas libéré, elle a dépossédé. Ce rêve a surtout enrichi ceux qui contrôlent les chaînes mondiales d'approvisionnement, tout en privant les peuples de leur capacité à produire et réparer eux-mêmes. Aux États-Unis, la fermeture des usines a jeté des millions de travailleurs dans l'incertitude, dépendant d'emplois précaires, de supermarchés remplis de produits fabriqués à des milliers de kilomètres. Et pourtant, ce modèle n'est pas réservé à l'Occident. C'est la même mécanique qui opère, encore plus violemment, sur le continent africain. Au Burkina Faso, l'agriculture est le cœur battant du pays. Mais regardez de plus près les outils des fermiers. Ce sont des machines imposantes, venues d'Europe ou d'Amérique, brillantes mais verrouillées. On pourrait croire que l'Afrique ne fait qu'importer des machines pour nourrir sa population, mais la réalité est bien plus sombre. Ces machines coûtent cher. Pour les acquérir, le Burkina Faso s'endette. Et une fois sur place, c'est un autre piège qui se referme. Ces tracteurs et moissonneuses sont désormais conçus avec des logiciels verrouillés, des puces électroniques qui contrôlent le moindre démarrage, la moindre réparation. Prenons l'exemple d'Ousmane, mécanicien burkinabé. Un vrai artisan, capable de fabriquer une pièce de toute pièce, de ressusciter un moteur hors d'usage. Mais désormais, même ses mains expertes sont impuissantes face au blocage des logiciels occidentaux. Un simple défaut sur une puce, et tout l'engin s'immobilise. Ousmane sait comment réparer. Il pourrait même usiner la pièce, mais le constructeur européen l'en empêche. La machine refuse de démarrer sans la validation d'un technicien agréé, venu de l'étranger, facturé à prix d'or. On ne vend plus les petites pièces détachées. On impose l'achat du module entier, souvent hors de prix, parfois même l'achat d'une nouvelle machine complète. Résultat, les agriculteurs s'endettent pour faire tourner les moteurs, le pays s'appauvrit, pendant que l'argent file droit vers les banques de Paris, de Berlin ou de Londres. Ce système n'est pas un défaut du capitalisme, c'est son mode de fonctionnement. Transformer l'Afrique en marché captif, qui n'a pas le droit de produire, seulement de consommer au prix fort. Les mécaniciens locaux, comme Ousmane, voient leur savoir réduit à néant par un simple verrou logiciel. C'est du colonialisme high-tech, une extorsion permanente, orchestrée par les mêmes multinationales qui ont vidé les usines américaines. Et ce cauchemar n'est pas réservé à l'Afrique. De l'autre côté de l'Atlantique, les fermiers du Midwest vivent la même frustration. Aux États-Unis aussi, les agriculteurs sont poursuivis par les géants de l'agro-industrie, simplement pour avoir tenté de contourner les verrous numériques sur un tracteur qu'ils ont acheté avec leur sueur. Ils n'ont plus le droit de réparer leurs propres outils. À Détroit comme à Ouagadougou, c'est le même combat invisible. Une guerre silencieuse contre le verrouillage, contre la dépendance imposée par des intérêts qui se présentent toujours comme modernes, ouverts et progressistes. Ce qui est en jeu, c'est l'indépendance nationale, la survie des travailleurs, la capacité à décider de son avenir. Car si rien ne change, les pays resteront prisonniers d'un cercle vicieux, s'endetter pour importer ce qu'ils pourraient fabriquer eux-mêmes, voir leurs ressources fuir à l'étranger, regarder leurs jeunes partir faute d'espoir. C'est tout un système néocolonial qui se perpétue, sous couvert de mondialisation. Mais une question se pose. Pourquoi ce verrouillage technologique est-il si puissant, si systémique, et pourquoi l'Occident feint-il de s'en étonner aujourd'hui? Un tracteur n'est plus une machine, c'est une cage numérique. Regardez de près les tracteurs occidentaux qui débarquent en Afrique. Ce ne sont plus de simples engins mécaniques, mais des ordinateurs roulants, bardés de logiciels propriétaires. Ces machines, soi-disant miracles de l'ingénierie moderne, viennent surtout avec des verrous numériques, des codes secrets et des restrictions qui transforment le propriétaire en simple locataire de sa propre terre. Ce n'est pas juste le moteur qu'on importe, c'est le contrôle total. Qui peut réparer? Qui peut modifier? Qui a le droit d'ouvrir le capot? Certainement pas l'agriculteur burkinabé. Il doit demander la permission, payer, attendre qu'un technicien agréé traverse la moitié du continent pour faire une mise à jour logicielle ou changer une pièce verrouillée. Et ce n'est pas tout.
Les contrats de service sont pensés pour saigner les utilisateurs à blanc. Impossible de réparer soi-même, même pour un boulon desserré. On vous impose des pièces détachées hors de prix, souvent indisponibles localement, et, quand un simple capteur tombe en panne, c'est tout un module électronique qu'il faut racheter. Résultat ? À chaque panne, ce sont des milliers de dollars qui s'envolent vers l'Europe ou les États-Unis pour des réparations qui, autrefois, se faisaient au village par un mécanicien local. Voilà comment l'Occident organise la rente, la dépendance, l'exportation massive de capitaux, sous couvert de modernité et d'efficacité. Ce n'est donc pas un hasard si le Burkina Faso a décidé de dire « stop ». Ibrahim Traoré, loin des postures oratoires, a regardé froidement le système en face. Il a vu le piège se refermer, le cercle vicieux d'une économie qui travaille pour l'étranger, jamais pour ses propres citoyens. Sa réponse ? Radicale, directe, sans détour, un tarif douanier de 30% sur les machines agricoles occidentales. Ce n'est pas juste une taxe, c'est un bouclier. Un geste politique fort, conçu comme une digue contre la submersion industrielle étrangère et comme un signal d'alarme pour toute l'Afrique. Car la réalité, c'est que ce système n'est pas nouveau. Depuis des décennies, le schéma est limpide. L'Afrique extrait le minerai, l'Occident transforme, puis revend les machines finies à prix d'or. Et, à chaque cycle, la richesse s'évapore vers le nord, tandis que le sud reste captif, coincé dans le rôle de fournisseur de matières premières, sans jamais accéder à la maîtrise technologique. Ce que Traoré attaque, c'est le cœur du néocolonialisme industriel. Ce monopole où le droit de réparer, de créer, d'innover, est refusé à des millions de travailleurs africains au nom du copyright et de la propriété intellectuelle. La panique s'est immédiatement déclenchée à Paris et à Washington. Pourquoi ? Parce que si le Burkina Faso tient bon, le précédent est posé. Si ce pays prouve qu'on peut résister à la pression, qu'on peut reconstruire une base industrielle en bloquant les machines occidentales, alors l'illusion de l'indispensabilité occidentale s'effondre. La contagion menace. Qu'est-ce qui empêchera le Mali, le Niger, ou toute l'alliance des États du Sahel d'imposer à leur tour des barrières, de se coordonner, de construire enfin un socle industriel régional ? Et, dans les couloirs feutrés du pouvoir occidental, on comprend très bien ce qui est en jeu. Les économies européennes, déjà étouffées par la dette et la désindustrialisation, dépendent désespérément de la passivité des marchés africains. Les usines françaises et allemandes tournent parce que l'Afrique n'a pas encore la capacité de produire ses propres machines. Si l'Afrique s'émancipe, toute l'architecture du commerce mondial vacille. Mais il y a un autre niveau de révélation dans ce conflit. Ceux qui croient que ce combat ne concerne que l'Afrique se trompent lourdement. Le fermier du Burkina Faso, empêché de réparer son tracteur par un verrou logiciel, vit la même frustration que le fermier du Midwest américain, poursuivi en justice s'il ose contourner une protection numérique sur sa propre machine. Le système est global. Il vise à transformer chaque agriculteur, à Paris comme à Bobo-Dioulasso, en simple locataire de la technologie. Un monde où le droit de propriété s'efface devant la dictature du copyright. Ibrahim Traoré a compris la supercherie. Il n'est pas ce dirigeant malléable qu'on peut acheter ou intimider par quelques menaces diplomatiques. Il sait que la véritable puissance, ce n'est pas l'argent scriptural, ce sont les outils, le faire, la capacité de nourrir et défendre son peuple. Son tarif de 30% n'est pas un caprice, c'est une déclaration de souveraineté industrielle. Et déjà, la riposte des institutions internationales ne s'est pas fait attendre. Fonds monétaire, Banque mondiale, menaces voilées de suspension d'aide, réunion d'urgence à Ouagadougou. Toute la panoplie du chantage globaliste est déployée pour étouffer la révolte avant qu'elle ne fasse tache d'huile. Mais la dynamique est lancée. Dans les ateliers du Sahel, des ingénieurs commencent à démonter, analyser, copier les pièces européennes. Les fonderies locales rallument leurs fourneaux. On entend, timide mais déterminé, le bruit des premiers marteaux sur l'acier africain. Ce n'est encore qu'une étincelle, mais c'est celle d'une révolution industrielle qui, si elle prend, pourrait anéantir 100 ans de domination occidentale. Car si ce monopole technologique s'effondre, alors l'Afrique n'a plus de chaîne. Elle pourra fabriquer ses propres machines, ses propres outils militaires. Elle deviendra enfin maîtresse de son destin.
Mais si la pression internationale gagne, alors la servitude continuera, encore et encore. Voilà ce qui est en jeu. Mais jusqu'où peut aller ce mouvement? Quelles seront les prochaines étapes et les répercussions pour le continent et le reste du monde? Et si le Burkina Faso ouvrait la voie vers le contrôle total de ses ressources et sa monnaie? Imaginez un instant, ce n'est plus seulement une taxe sur les tracteurs, mais le premier domino d'une véritable révolution industrielle africaine. Ce geste, que beaucoup avaient pris pour de la provocation, commence à faire tache d'huile dans toute la région. Déjà, le Mali, le Niger et d'autres voisins du Sahel observent de près. Certains parlent même d'une alliance économique, d'un bloc capable de négocier face à l'Occident. Ce ne serait plus un petit pays isolé, mais un ensemble de nations décidées à reprendre en main leur destin, à refuser la fatalité d'être simplement des consommateurs des produits européens, à devenir producteurs et innovateurs. Évidemment, ce scénario inquiète fortement les industriels de Paris, Berlin ou Rome. Car si le Burkina Faso réussit, c'est tout le modèle des marchés captifs africains qui vacille. Toute l'économie européenne, en perte de vitesse sur ses propres terres, dépend de ses débouchés pour faire tourner ses usines, exporter ses machines, ses engrais, ses logiciels verrouillés. Quand un État africain ferme la porte à ses importations subventionnées, ce sont des milliards qui s'évaporent, des emplois qui vacillent, des actionnaires qui s'affolent. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que cette stratégie du protectionnisme, les grandes puissances occidentales l'ont utilisée sans scrupule pour bâtir leur fortune et leur indépendance. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas hésité à ériger des murs de taxes douanières dès leur naissance. Washington, Hamilton, Lincoln. Tous ont compris qu'un pays qui veut exister sur la scène mondiale ne peut pas rester à la merci des fabricants étrangers. Ils ont protégé leurs industries naissantes, ils ont subventionné l'innovation locale, ils ont même parfois fermé complètement leur marché. Pourtant, aujourd'hui, ces mêmes pays exigent l'ouverture totale des frontières africaines, au nom d'un libre-échange qui ressemble surtout à la liberté pour les plus forts d'imposer leurs règles aux plus faibles. Ce que fait Ibrahim Traoré, c'est donc loin d'être une folie ou une provocation. C'est exactement le manuel des grandes puissances, mais appliqué à l'Afrique. En imposant cette taxe sur les machines agricoles, il pose une question fondamentale. Pourquoi un pays du Sahel devrait-il rester éternellement dépendant des tracteurs conçus à Francfort ou à Lyon? Pourquoi ne pas encourager la refonte locale, la fabrication de pièces détachées, l'émergence d'ateliers de réparation, d'ingénieurs, de designers? À chaque taxe, c'est un nouvel atelier qui ouvre, un nouveau métier qui se transmet, une nouvelle graine de souveraineté qui germe. Bien sûr, la riposte des puissances étrangères ne s'est pas fait attendre. Les pressions du FMI et de la Banque mondiale montent en intensité. On parle de suspendre l'aide au développement agricole, de réécrire les plans d'ajustement structurel, d'isoler financièrement le pays. Les médias occidentaux répètent en boucle que le Burkina va s'effondrer, que ses paysans vont souffrir. Mais pour Traoré et ses partisans, le vrai risque serait de céder. Car chaque recul, chaque concession, c'est un pas de plus vers une dépendance définitive. Ce qui se joue ici dépasse largement la question des tracteurs ou des engrais. C'est la première pierre d'un édifice plus vaste, celui du contrôle des ressources, puis de la transformation sur place, puis, qui sait, de la création d'une monnaie africaine indépendante. Le rêve, c'est que le fer du Burkina serve à fabriquer non seulement des pioches ou des charrues, mais aussi les pièces de sa propre raffinerie d'or, de sa propre industrie agroalimentaire, de ses propres véhicules. C'est la rupture avec un système néocolonial où chaque révolution industrielle africaine était étouffée dans l'œuf par la pression étrangère. Mais ce pari est aussi un saut dans l'inconnu. Si le Burkina Faso parvient à créer un précédent et à inspirer d'autres pays, il pourrait provoquer la plus grande rupture avec l'ordre économique mondial depuis les indépendances. À l'inverse, un isolement brutal, des sanctions ciblées ou une guerre économique totale pourrait asphyxier l'économie locale, décourager l'investissement national et plonger le pays dans de nouvelles difficultés. C'est le prix de la souveraineté, oser défier les règles du jeu, au risque d'en payer le coût. Alors, faut-il suivre le modèle du Burkina Faso? La réponse n'est pas simple. Mais une chose est sûre,
L'Afrique observe, et l'Occident retient son souffle, car l'histoire pourrait bien se retourner. Mais au-delà des tensions internationales, quels enseignements et quelles stratégies locales retenir de cet affrontement? La souveraineté n'est pas donnée, elle se conquiert pièce par pièce, main par main. Ce que nous montre le Burkina Faso aujourd'hui, c'est une leçon universelle, bien au-delà de son propre destin. Car derrière ce tarif de 30% sur les machines agricoles occidentales, il y a une logique qui peut, et qui doit, inspirer partout. La dignité du travail manuel, la valorisation de l'ingénierie locale, le refus de la dépendance imposée par les anciens maîtres. C'est en cassant les chaînes une à une que l'on retrouve la vraie liberté économique. Regardez bien ce qui est en jeu. Ce n'est pas qu'une question de tracteur ou de douane. Quand un mécanicien de Bobo Dioulasso peut enfin réparer un engin sans être bloqué par un logiciel étranger, ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est un acte politique. C'est dire non à un système qui voudrait que le fermier africain ne soit qu'un locataire éternel, condamné à louer ses outils à des multinationales européennes, sans jamais posséder, ni même comprendre, les machines qui nourrissent sa terre. C'est dire oui à l'espoir que, demain, ces enfants pourront construire et concevoir eux-mêmes ces machines, à partir de l'acier et du fer de leur propre pays. Et cette leçon, elle vaut pour toutes les nations. Car le piège du libre-échange imposé, c'est de croire qu'en ouvrant toutes les frontières, on offre une chance égale à tous. Or, ceux qui défendent ce modèle oublient vite qu'ils ont eux-mêmes bâti leur puissance derrière des murs de protectionnisme. L'Angleterre, la France, les États-Unis. Aucun n'a grandi sans protéger, encourager et subventionner son industrie locale. Laisser faire aujourd'hui, c'est accepter de rester éternellement à la périphérie, gavé de produits finis, interdit d'apprendre, interdit de créer. Voilà pourquoi la résistance du Burkina Faso est capitale. Elle rappelle que chaque peuple a le droit fondamental de réparer, de transformer, d'adapter ses outils selon ses propres besoins. C'est une lutte contre l'obsolescence programmée, contre la logique du jetable, du remplacement obligatoire par le neuf importé, du consommateur passif qui ne sera jamais un producteur. À l'heure où même les pays occidentaux perdent leur autonomie industrielle au nom de la mondialisation, un pays du Sahel nous oblige à ouvrir les yeux. Il n'y aura pas de dignité sans industrie indigène, pas d'indépendance sans capacité de production locale. Mais soyons lucides, ce chemin est semé d'embûches. Les puissances étrangères ne laisseront pas faire. Déjà, les menaces de sanctions, de gel d'avoirs, de guerre financière planent. Les médias internationaux s'empressent de caricaturer le gouvernement burkinabé comme un ramassis d'amateurs ou de radicaux. Pourtant, ceux qui tiennent bon à Ouagadougou savent une chose. Céder ici, sur la question des tracteurs, ce serait capituler sur tout le reste. Car ce geste a un effet boule de neige. Aujourd'hui, c'est l'agriculture. Demain, ce seront les mines, l'énergie, la monnaie. Imaginez, si cette logique s'étend, si la règle des 30% s'applique aussi aux machines d'extraction et de forage, alors les multinationales minières devront changer de stratégie ou partir. Si le raffinage de l'or, du lithium, de l'uranium se fait localement, ce n'est plus Paris, Londres ou Toronto qui fixent les règles du jeu, mais Ouagadougou, Bamako, Niamey. Et à terme, si une industrie nationale robuste émerge, c'est la clé pour remettre en question la domination monétaire, comme celle du franc CFA, vestige d'un autre âge. Voilà la vraie leçon pour tous. Chaque nation doit défendre bec et ongle sa capacité à produire. Chaque communauté, chaque citoyen doit comprendre que s'il ne protège pas ses ateliers, ses usines, ses savoir-faire, il renonce à son autonomie pour de bon. C'est le courage politique, la prise de risque face à la pression internationale qui ouvre la voie du possible. Ce combat pour la souveraineté n'est ni populiste ni passéiste. Il est vital pour survivre dans un système économique mondial qui ne tolère que les consommateurs dociles. Si nous ne retenons rien du cas du Burkina Faso, si d'autres peuples n'osent pas s'inspirer de cette audace, alors la perte d'autonomie sera irrémédiable. Nous resterons captifs d'un système où la valeur ajoutée, l'innovation et la richesse s'envolent toujours ailleurs, laissant derrière des peuples dépendants, condamnés à mendier leur part du gâteau.
Mais ce combat, on le voit bien, n'est pas seulement celui d'un pays. Il pose une question universelle, fondamentale, sur ce qui fait la puissance et la dignité d'une nation. Où tracer la ligne? Jusqu'où aller pour défendre ce que l'on a construit? C'est cette interrogation brûlante qui nous attend dans la suite de notre analyse. Que valez-vous si vous ne pouvez rien construire de vos propres mains? Cette question, simple en apparence, est en réalité le cœur de la lutte menée aujourd'hui au Burkina Faso. Car imposer une taxe de 30% sur les machines agricoles occidentales, ce n'est pas simplement remplir les caisses de l'État. C'est un acte de rébellion contre un système où d'autres décident de ce que vous semez, de ce que vous récoltez, et même de la valeur de votre monnaie. C'est la volonté de reprendre la main sur son destin, après des décennies où l'on a dit à l'Afrique qu'elle ne valait que ce qu'elle pouvait vendre, jamais ce qu'elle pouvait produire. On nous a répété que la mondialisation est synonyme de progrès, que l'ouverture totale des marchés rend tout le monde gagnant. Pourtant, quand il s'agit de leurs propres industries stratégiques, les nations occidentales dressent des murs de protection. Mais quand un petit État africain ose faire de même, on crie au scandale, au repli sur soi. L'hypocrisie n'a jamais été aussi flagrante. Le Burkina Faso ne se contente pas de taxer les importations. Il exige de raffiner son or sur place, de transformer ses ressources pour que la valeur reste chez lui. Et si demain, cette même logique s'étend à l'uranium du Niger, c'est l'équilibre énergétique de toute l'Europe qui vacille. Un simple droit à l'autodétermination industrielle, et c'est une tempête qui menace l'ordre établi. Au fond, la vraie question est, voulons-nous rester des consommateurs passifs, dépendants des chaînes de valeur de ceux qui nous maintiennent à la marge, ou osons-nous redevenir maîtres de notre avenir? L'indépendance ne se quémande pas, elle se construit, pièce par pièce, machine après machine, avec la sueur et l'audace de ceux qui refusent d'être à genoux. Si le Burkina Faso réussit, alors c'est toute l'Afrique qui pourra rêver d'émancipation et briser les derniers verrous, jusqu'à la monnaie elle-même. Alors, demandez-vous, que valent vos mains, votre communauté, votre nation, si vous ne décidez plus de rien? La souveraineté se forge dans l'action, pas dans l'attente. Soyez de ceux qui bâtissent, qui soutiennent l'effort et qui refusent la résignation. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire,